Je suis Belaba, je suis le fondateur du groupe scolaire Les Dragons. Je suis aussi activiste de la société civile, président de la jeunesse citoyenne, citoyen engagé. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, on va accueillir un activiste qu'on suit beaucoup sur les réseaux sociaux. On admire votre franchise, votre sincérité dans les propos. Et à quel moment, première question, entre l'activisme et l'entrepreneuriat, quelle est la première maison qui vous accueille? Pour moi, l'activisme, c'est pas un métier, c'est une vocation. Okay. C'est aimer son pays, c'est défendre ce qui est bien, ce qui est logique. En fait, je me suis jamais décrété ce rôle. Il est venu tout seul par mon engagement. Moi, je suis quelqu'un, j'ai commencé à travailler à l'âge de 24 ans. Donc, j'ai eu mon bac à 17 ans. Donc, je suis reconnu par le travail. J'ai été 4e de la République en sciences expérimentales. Okay. J'ai été lauréat de l'École nationale de commerce et de gestion d'Agadir. En 2013, on était les premiers en finance en Afrique. Donc, je suis quelqu'un qui bosse, qui travaille dur. Mais je suis pas quelqu'un qui aime voir son pays à la traîne. Voilà, par rapport à des Ivoiriens, des Sénégalais, des Maliens avec qui on a étudié, des Béninois. Quand tu vois leur pays aujourd'hui, ils s'en sortent très bien. Tu te dis, est-ce que c'est normal tout ce que nous subissons? Donc, moi, ça c'est venu naturellement. Je n'ai jamais cherché à ce qu'on me suit beaucoup sur les réseaux. Si vous remarquez, je réponds même pas trop aux commentaires. J'écris ce que je pense et j'avance, quoi. Okay. Voilà, donc pour moi, c'est une vocation. Et puis, c'est venu naturellement. Ouais, c'est naturellement. C'est le fruit d'un constat, d'une réalité. Voilà. Vous êtes assis, vous avez remarqué que, bon, dans le pays, il y a des choses qui vous poignardent. Ouais. Donc, vous décidez tranquillement de dire, vous les dénoncez. Voilà, exactement. Ok. Voilà. Et est-ce que vous avez constaté aussi que, je ne sais pas si vous allez le constater ou pas, l'activisme est devenu de nos jours la trajectoire idéale pour acquérir ou bien pour la quête des décrets ou des nominations dans le pays. Est-ce que c'est le même constat chez vous? Non, même pas. Moi, je suis pas intéressé par les décrets. Je suis l'un des rares jeunes à avoir dit dès le début, les membres du CNRD, beaucoup m'ont contacté. Je leur disais toujours, qu'est-ce que vous voulez faire pour la Guinée? Et je n'ai jamais eu de réponse à cette question. Ah bon? Oui. Quand ils vous contactaient? Oui, ils me disent il faut être dans l'esprit. Moi, j'ai dit bon, ça c'est vague. Dans l'esprit CNRD. Ouais, dans l'esprit CNRD. Donc j'ai trouvé ça que c'est vraiment bidon. Donc je me suis concentré sur mes activités. Je fais pas quelque chose pour plaire. C'est pas mon problème. Ouais. Je fais les choses comme je pense. J'essaie d'être juste, de travailler bien, d'aider les gens que je peux. Donc moi, je rêve d'être élu. Maire, député, pour changer les choses. Je suis pas quelqu'un, je me vois pas cirer je suis pas un lèche-botte de quelqu'un. Ouais. Voilà. Mais... Sinon, pour la petite histoire, lorsqu'on a nommé le ministre Guillaume, il est venu jusque dans mon école. Il voyait ce que je faisais, il appréciait beaucoup. Ouais. Et il voulait des changements pour un début. J'y croyais qu'il voulait des changements. Après, il est ce qu'il est. Après, on a découvert ça. Donc, les gardiens de mérite, si vous vous rappelez, c'est mon idée. C'est moi qui ai été le coordinateur. Donc, si je voulais un décret à ce moment, j'allais vraiment être là à tous les côtés parce qu'on échangeait comme on échange là et tout. Donc les gens me disaient non, Bella, c'est le bon moment de profiter. Je dis non, moi je suis quelqu'un, je fais ce que je pense bien. Si on me dit quelque chose que je trouve fondé, ok. Si c'est pas fondé, ça m'intéresse pas. Bon, ça c'est votre cas particulier. Par contre, il y a beaucoup d'autres qu'on a vu dans l'activisme en Guinée, très chaud, ouais. Mais et d'autres maintenant ont rejoint. Vous, si je voulais un décret, je l'aurais eu. Si cette publication sur Doumbouya aujourd'hui, je vais avoir un décret. Mais c'est pas moi, ça m'intéresse pas. Qu'est-ce que vous pensez alors de ces jeunes-là qui passent forcément par ça? Ils travaillent pas. Ils aiment pas le travail. Ok. Ils ont préféré la facilité. Ouais. En fait, c'est humain. Attention, c'est humain. Chacun veut un iPhone, une voiture, voyager, aller au Canada, aux États-Unis. C'est humain, chacun veut ça. Soit tu choisis de travailler pour avoir ça dignement, soit tu cherches des raccourcis. Malheureusement, la majorité de la jeunesse guinéenne, on aime les raccourcis. Malheureusement.
Donc c'est pour cela, certains, voilà. Est-ce que ce n'est pas le pays, la situation peut-être du pays qui encourage cette facilité-là? Parce que, par exemple, pour quelqu'un comme moi, si je n'ai peut-être pas une conscience assez forgée, je vais dire, ben, mes aînés sont passés par cette facilité, moi aussi je dois faire tout pour être là. Non, c'est pas le cas. Ok. Quand tu es bien formé, tu n'aimes pas la facilité. Dans mon lycée, où j'ai fait le lycée à Koya, lycée public, avant que je ne fasse le bac, personne n'avait été quatrième. Donc, moi, je n'ai jamais étudié au privé. Donc, je suis issu du milieu modeste, quoi. Comme on aime le dire, les ghettos, quoi. Voilà. Donc, moi, je m'habille en MC, on allait dans les shows. J'ai grandi dans ça, quoi. Donc, mais mon papa, il est très rigoureux. Ouais. Il est strict. Il est strict. 6 heures, tu es debout. L'heure de la prière à l'aube, tu es debout. C'est obligatoire. Donc, et lui, pour lui, être admis, c'est être premier. Donc, j'ai évolué avec cette mentalité de travail très dur. Et surtout, lui, il a été la première personne à accueillir le doyen Bamamadou. Voilà, donc, des fois, c'est lié à ton passé. Des fois, sinon, c'est pas parce que le pays est comme ça. Mais, en fait, les réseaux sociaux aujourd'hui, tout le monde veut apparaître. Ouais. Voilà, tout le monde veut apparaître. Tout le monde veut être vu. Voilà, tout le monde veut être vu. Donc, on choisit la facilité, on n'aime pas se former, on n'est pas patient. On ne veut pas faire son chemin, on ne veut pas changer les choses, malheureusement. On ne respecte pas le processus. Non, pas du tout. Est-ce que M. Bella est ethno? Non, pas du tout. À lire vos posts, et il y a des gens qui ne comprennent pas parfois. Ils vous collent parfois cette étiquette-là. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'on ne veut pas toucher la plaie. Ok. Pour vous, c'est quoi la plaie? La plaie, c'est les problèmes qui se passent dans notre pays. Donc, quand, par exemple, on tue un Diallo, on ne veut pas qu'on dise qu'on tue un Diallo. Pourtant, aux États-Unis, quand on tue un Noir, on va dire qu'on a tué un Noir. Clairement. Si c'est en France, on a tué un Juif, on va dire on a tué un Juif. C'était l'objet de mon procès quand j'ai été kidnappé. J'ai dit au juge, écoutez, moi je dis qu'on tue des Diallo, des Ba, c'est pas parce que je veux qu'on tue des Touré ou des Cissé, mais je veux qu'on arrête de tuer, c'est pas normal. Je dis, si vous allez au cimetière de Bambeto, si 99% ne répondent pas à Ba et Diallo, condamnez-moi. C'est ce que je veux, que ça s'arrête dans mon pays. C'est pas normal. Donc quand tu touches ça, certains, parce qu'ils veulent pas dénoncer ça, ils t'étiquettent. Moi, tous mes amis, c'est des Cissé, des Diallo, des Touré, à Koya. J'ai grandi dans le milieu Soussou, moi. Si vous m'entendez parler Soussou, tu vas pas dire que je suis Peul. Je parle plus bien Soussou que Poula. Et moi, c'est Nantagui. Et... Ouais. Donc, l'erende buntunye na émission na ba mala. Buntunye, ouais. Ndosi amene ma yon na eta fule na nera ka so se na nera na anta mo so se na ntegi mbari ga so se tane mo so se tane so se fanga style ra fama parce que so se amuse na umema a fala me bene a wana comportement nyan. Ouais, c'est ce côté qui t'a influencé. Voilà, c'est ça quoi. Quand quelque chose me passe dans la tête, je dis. Je n'ai pas de haine, je garde rien. Je dis ce que je pense et j'avance. Donc vous voulez vraiment que, en fait, il faut qu'on profite de ces espaces comme ça pour faire croire aux gens que, dire par exemple, un Diallo a été victime de telle chose, ou bien un Silla a été victime de ça, n'a rien d'ethnocentré. Non, pas du tout, ça n'a rien. Une fois j'ai dit ça à un ami. Je dis, si on nommait que des cadres qui sont bons et qui sont malinqués, la Guinée ne serait pas là. C'est parce qu'on nomme des médiocres. Tu vas à Sigiri, à Dabola, à Farana, tu touches la pauvreté du doigt. Les gens sont très pauvres. C'est comme à Conakry, ici à Bolobine. Mais on manipule les gens. On essaie de nommer, dire, ah, on a nommé tel par-ci. Et les gens tombent dans ce piège, malheureusement. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'opinion répandue, l'opinion commune selon laquelle la Guinée est une famille? Est-ce que... Non, c'est une bêtise, ça. On n'est pas une famille? Ça, c'est pas... En fait, on dit ça pour cacher le vrai problème. Le vrai problème, c'est quoi? Le vrai problème, c'est qu'en Guinée, il y a des Peuls, il y a des Soussous, il y a des Malinqués, il y a des Forestiers, il y a des Guerzés. Ces entités-là ne constituent pas une famille? Non, c'est pas... En fait, il faut qu'on sorte de ça. Un État doit être juste. On doit traiter les gens de façon juste. On ne doit pas traiter ta tête parce que tu es Diallo. On ne doit pas traiter ta tête parce que tu es Touré, ou tu es Silla, ou parce que moi je suis Kaba, toi tu es Kaba, je te fais des faveurs. C'est pas normal ça dans un État.
La Guinée n'a pas besoin de ce mot de publicité, la Guinée est une famille. On doit être un État où on traite les gens équitablement, où on prend les bonnes compétences. C'est tout ce dont on a besoin. Ce n'est pas le cas? C'est pas le cas. Mais si c'était le cas, on ne serait pas là. C'est pas le cas. Mais vous avez dit tout à l'heure que vous êtes grandi dans... vous êtes le fruit d'un milieu soussou. Ouais. Vous avez bien cohabité avec les soussous. Ouais. Et en étant Peul, est-ce que ce n'est pas l'expression même du mot famille, ça? Le problème n'existe pas à la base. Il n'y a pas de problème à la base entre les communautés en Guinée. Le problème, c'est l'État. C'est l'État qui n'est pas juste en Guinée. C'est l'État qui manipule. Quand c'est les élections, on veut faire croire que voilà, il faut voter pour tel parce qu'il est de tel. C'est ça le problème. Sinon, à la base, il n'y a pas de problème. Les gens se marient entre eux, ils vivent entre eux, ils compatissent entre eux et tout. Il n'y a pas ça. Mais on n'a pas un État juste pour cacher la carence, l'État pour cacher son incompétence et apporter des résultats aux citoyens. On utilise la fibre ethnique. En 2020, vous avez fait une publication dans laquelle vous avez étalé une liste de 29 postes entièrement occupés par des Malinqués. Ouais. Qu'est-ce qui vous a animé à faire un tel poste? C'est pour dire tout simplement que ce n'était pas juste. Parce qu'on fait ça pour manipuler les gens. Alors que la Guinée, comme on régorge des Peuls, des forestiers, des Soussous, on doit traiter, l'État doit être équitable. Il y a des compétences partout. Il faut qu'on traite l'État de façon équitable. On ne peut pas prendre les postes, on donne qu'à des cabas, qu'à des tout. C'est pas normal. C'est pas normal? Non. Pourquoi dans... Parce que l'État nous appartient, nous tous. Pourquoi... Tu payes, je paye. Pourquoi dans cette configuration-là, il n'y avait que l'aspect ethnique là qui vous a le plus... C'était pour le dénoncer. C'est pas normal. Tout de suite, quand il y a une administration de Trump, il met que des Noirs, ça va crier aux États-Unis. Oui. S'il met que des Blancs, ça va crier. Parce que tu dois traiter en fonction de la configuration du pays. On prend des sous-sous compétents, on prend des Peuls compétents, on prend des Malinqués compétents, on prend des forestiers compétents. C'est tout à fait normal. C'est comme ça que les choses avancent. Là, tout le monde se retrouve dedans. Si on faisait ça en Guinée, on n'allait pas dire que c'est dirigé par des Peuls ou tel ou tel. On allait se concentrer sur le résultat. Mais pour manipuler, on met ça, on dit, ah, vous là en Haute-Guinée, ne critiquez pas. Parce que ce n'est que vos gens qui sont là. Eux, ils se taisent même s'ils sont en train de mourir. Et on dit au peuple, là, vous voyez ça, là, il n'y a pas de débat. Donc, il faut que l'État soit juste. C'est tout. Il faut créer une sorte de mélange. Bien sûr. Tout le monde est capable dans chaque communauté. Il y a des compétences. Regardez quand on sort les résultats à l'examen d'entrée en 7e, au brevet, au bac. Tu retrouves tout le monde. Il y a cette mixité-là. Il y a cette mixité. Tu vois, il y a un Diallo, il y a un Sidla, il y a un Touré, il y a un Condé. C'est ça. C'est ce qui est normal. Quand il s'agit d'une poignée de pouvoir, on retrouve la même coloration. Voilà. Et c'est pas normal. Et ça, même dans les partis politiques, c'est pas normal. Il faut qu'on travaille pour avoir des compétences. Et qu'on retrouve tout le monde. Là, chacun, il y a le vrai débat qui va se passer. On va parler maintenant du résultat, du projet. On ne va pas parler d'autre chose. Est-ce que ce genre de réalité n'est pas, en quelque sorte, une culture chez nous, la culture de l'éternité? Même dans une équipe de football, celui qui est capitaine aujourd'hui, il veut toujours rester éternellement capitaine. Est-ce que ce n'est pas une réalité qui s'explique même au-delà du pouvoir? Ce n'est pas une réalité, c'est un fait qu'il faut combattre. Parce que ça ne donne pas de résultat. On a vu les limites. C'est comme quand un père de famille n'a pas étudié, il dit que ses enfants ne vont pas étudier. Est-ce que cette famille va progresser? Non. Donc, c'est un fait qui est là, qu'il faut expliquer aux gens qu'il y a une question de continuité qui doit y être, il y a une question de mixité qui doit y être, il y a une question de cohérence qui doit être. Il n'y a pas un one best way. C'est-à-dire une seule personne connaît tout, sait tout, peut tout. Non, il n'y a pas ça. Il faut travailler pour que les compétences... Il faut associer tout le monde. Il faut associer tout le monde sur la base des compétences pour permettre à ce qu'on ait un résultat. Et si, par exemple, la personne qui associe les gens dit que peut-être dans le cadre de votre poste, la personne disait que bon, il n'y avait que ces gens-là qui étaient compétents. Ah, c'est pas vrai. Il faut organiser une compétition, vous allez voir. Il faut lancer un appel d'offres, vous allez voir. Sur la base de la transparence. Sur la base de la transparence, vous allez voir. Quand on fait un test, est-ce que c'est les bas seulement qui vont passer? Non. Est-ce que c'est les condés seulement? Non. Il y a des compétences partout. Il faut les prendre. Est-ce qu'une telle publication, par exemple, ne peut pas engendrer parfois une incitation à la révolte, à la haine? Non. Parce que la question...
les gens... L'État n'est pas juste. Il faut dénoncer. Si vous cachez votre plaie, elle va se guérir? Jamais. Il faut toucher la plaie. Il faut toucher la plaie pour la traiter. Voilà, ça ne va jamais inciter à la haine. Jamais. Moi, je ne suis jamais parti à Koya. J'ai un ami qui me dit, Bella, tu fais tel public. Parce qu'ils connaissent comment je suis. Ils connaissent comment je me comporte. Ils savent qui je suis. Actuellement, mon bras droit, c'est un Bangora. C'est pas un bas dans mon école. C'est un Bangora parce que c'est lui qui est compétent. Moi, je ne suis pas dans ces calculs. Mais quand l'État n'est pas juste, je dénonce. D'accord. Et est-ce que vous avez constaté cette réalité en Guinée, selon laquelle la plupart des gens qui réussissent, surtout en entrepreneuriat ou bien dans les affaires, ce sont des gens qui ne se prêtent pas souvent à la parole, ils aiment rester dans leur coin, ils ne partagent pas, ils ne se prêtent pas au micro peut-être parfois pour retracer leur parcours, parce que un seul mot, parfois venant d'un modèle qui a réussi dans la vie, ça peut inspirer tout un tas de jeunes. Mais ici, c'est tout à fait le contraire, ils ne prennent pas la parole. C'est un souci parce que, vous savez, il y a cette culture qui dit, pour qu'un serpent grandit, il faut qu'il se cache. Donc, on n'a pas cette culture-là, comme aux États-Unis. Quand vous voyagez là-bas, vous partez, les gens sont très libres pour parler, pour expliquer, pour parler de leurs difficultés et tout. Mais je crois que c'est quelque chose qu'il faut développer pour que les gens sachent que oui, il y a un parcours, il n'y a pas de facilité. Voilà, il y a des difficultés qu'on peut rencontrer et après on peut les surmonter et après on peut grandir. Donc c'est vrai, cette culture n'existe pas, mais je crois qu'avec tout ce que vous faites là et ce que d'autres font, progressivement les gens vont essayer de prendre la parole. Vous connaissez la soirée Dior? Oui, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux. Elle vient d'être interdite. Qu'est-ce que vous pensez d'une telle interdiction? Je crois que c'est bien de l'interdire parce que ça va dans tous les sens, quoi. Ça va à la débauche. C'est normal de s'amuser, mais pas aller dans la débauche. Voilà, donc, et je crois qu'on est en train d'aller dans la débauche et l'État doit prendre ses responsabilités. Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a des sujets beaucoup plus urgents, beaucoup plus nécessaires, qui exigent un débat ou bien une interdiction ou bien quelque chose comme ça que de s'attaquer à des soirées comme telle? Non, je pense que c'est un truc d'actualité. Vous avez vu tout récemment, il y a eu une vidéo où même des filles essayaient de faire des choses qui sont très bizarres, voilà, entre elles et tout. Je crois que c'est ce qui a poussé l'État à prendre ses responsabilités. Sinon, si on reste dans un cadre où il faut s'amuser, la Guinée, on bénéficie de cette tolérance où on ne s'immisce pas dans les trucs des gens. Je crois que on n'allait jamais s'immiscer. Mais ça va dans un sens qui n'est pas fondé, c'est tout à fait normal. Il faut cadrer les choses. Oui, il faut cadrer les choses. Ok, d'accord. Vous avez une école, vous avez créé une école dans un pays où parfois les choses ne vont pas bien, où le savoir n'est pas tellement célébré. Et souvent, la plupart des gens, la plupart des fondateurs des écoles, ils ne créent pas des écoles là dans le but de vraiment changer les choses. Ils le créent juste pour des raisons personnelles, pour des raisons financières. Vous, dans votre cas, qu'est-ce qui vous a poussé à fonder une école? D'abord, avant de fonder l'école, moi j'ai mon activité parallèle qui me rapporte beaucoup plus que l'école. Je suis consultant. En fait, je suis analyste crédit. Je conseille des entreprises qui ont un chiffre d'affaires supérieur ou égal à $1 million, qui ont des besoins de crédits découverts, crédits d'investissement, crédits d'équipement. Donc, je fais ça et ça me réussit bien. Je peux faire une consultation qui peut me rapporter 20-30 millions sur 1 ou 2 mois. Donc, je gagne pas ça dans mon école pour le moment. Voilà. Mais j'ai fait un constat. Après notre lutte contre le 3e mandat, j'ai compris que on a vraiment beaucoup de soucis en termes de compétences dans notre pays et on a beaucoup plus de besoins en leadership. Notre école est monotone. Elle se limite qu'à évaluer les enfants à ce qu'ils soient admis. On ne crée pas des leaders, des modèles, des gens qui ont de la vision. Et surtout, on n'inculque pas la culture d'excellence. Donc, moi, j'ai remarqué ça au Sénégal, j'ai remarqué ça en Côte d'Ivoire, au Maroc. Donc, je me suis dit, il faut créer une couche de jeunes leaders capables d'aimer leur pays, qui aiment le travail, qui sont comme Bella, qui sont plus que Bella. Je me dis aujourd'hui, si on avait 100 jeunes qui pensent comme moi, les lignes pouvaient bouger dans notre pays. Voilà, donc mais les gens comme vous êtes minoritaires. Voilà. Parmi une majorité. Et il faut les créer à l'école. C'est à l'école qu'on les crée. Qu'on peut s'aimer ça. Cette année, j'ai eu le 43e de la région de Conakry, au brevet.
C'est une fille qui n'avait jamais été classée. Elle n'a pas eu ce classement à l'examen d'entrée en 7e. Mais avec l'encadrement, avec le coaching, elle voit grand. Cette fois-ci, je vois des élèves qui me disent, ah, nous aussi, on va être premier, on va être tel et tout. Donc, je vais jusqu'à leur dire, si vous êtes premier au bac, moi, je peux même vous permettre, pas d'aller au Maroc, d'aller en France directement. Donc, je veux créer ces genres de jeunes qui réussissent grâce à l'école, qui doivent tout à l'école, ça veut dire à leur travail, et qui n'attendent pas quelque chose d'un État, et qui aiment leur pays, et qui vont s'impliquer pour apporter le changement. Ok, vous avez dit tout à l'heure que vous avez une activité parallèle qui vous permet de vivre dignement. Ça vous rapporte même quelque chose que vous ne gagnez pas forcément à l'école là-bas. Est-ce qu'on peut connaître le chiffre d'affaires de votre école? De mon école, actuellement, ça tourne entre 800 à 1 milliard. Okay. Oui. C'est intéressant, hein? Bon, mais quand vous enlevez les charges, ça fait beaucoup. Par mois, je paye jusqu'à 50 millions en termes de salaire. 50 millions fois 9, ça fait 450 millions. Le loyer, ça autour de 150, 160. Sans parler des tables bas, sans parler de la peinture que tu dois faire, sans parler des factures d'eau, d'électricité. Mais il le faut. Oui, bien sûr, je suis d'accord, il le faut. Donc, en fait, dans la logique du business, il faut jamais s'attendre à un résultat sur 3 à 5 ans. C'est tout à fait normal. Parce que tu as besoin de mettre en place le modèle, la qualité, d'inspirer confiance, de faire tes preuves. Mais après, ça va. Aujourd'hui, vous avez des écoles qui font payer 6-7 millions l'année. Ils ont une bonne rentabilité. Mais si vous voyez, c'est des écoles qui existent depuis 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et moi, surtout ce qui me charme, c'est la cause derrière. Il y a une cause noble derrière qui vous anime à le faire. Vous le faites pour fabriquer des leaders. Parce que, en fait, dans notre pays, en quelque sorte, il n'y a pas ça. Si à chaque fois on rencontre de la pourriture à la tête ou bien dans les instances, c'est parce que à la base, l'école qui est censée nous façonner pour devenir des vrais gens, c'est que l'école a raté sa mission. Exactement. Moi, je suis un patron, mais à 7 heures, je suis à l'école. Là, je quittais l'école pour venir à votre émission. En pleine vacances. Ouais, je suis tout de près. Le recrutement des profs, les programmes, à enseigner les révisions, quel élève on prend, quel élève on ne prend pas. J'assiste à tout, je vérifie tout, je vais jusque dans tous les détails. Donc pourtant, j'ai un directeur des études, j'ai un proviseur, j'ai une comptable, j'ai des enseignants et tout. Je pouvais leur laisser ça. Mais j'aime la qualité. J'aime le résultat. Vous voulez que les choses se passent bien. Très, très bien. Voilà. Donc, je viens, je coordonne, je veille, je délègue, j'attends des comptes rendus, j'en discute, donc je donne des perspectives. Vous avez dit tout à l'heure que si, par exemple, là, vos élèves là parviennent à être des lauréats, c'est-à-dire bien placés, vous pouvez les diriger vers des pays où ils peuvent bien étudier, mais pas le Maroc. Oui. Est-ce que ça veut dire que le Maroc n'est pas la bonne destination pour nos lauréats? Oui, bien sûr. C'est pas le cas. Là où j'ai étudié, moi, j'ai été quatrième. Il n'y avait pas un quatrième là-bas. J'étais avec des Béninois, des Togolais, des Sénégalais, des Marocains, qui avaient eu mention au bac dans la première école de gestion là-bas. C'était où? C'était à Agadir, au Maroc. Okay. Donc, quand je leur disais que j'étais quatrième, ils disaient, mais c'est pas possible. Parce que eux, leurs meilleurs vont au Maroc, vont aux États-Unis, vont en Inde et tout. Aujourd'hui, il faut qu'on ait des ambitions. Il faut qu'on ait des ambitions pour voir grand. Il faut qu'on voit plus. Aujourd'hui, la Silicon Valley aux États-Unis est dirigée par des Indiens. Pourquoi pas négocier des bourses en Inde, en Malaisie, en Corée du Sud? La Corée du Sud, c'est le as de la technologie avec le Japon. Donc il faut qu'on rêve grand. Mais notre État, ils sont égoïstes. Ils sont pas bien. Ils n'aiment pas les citoyens. Malheureusement, ils n'aiment pas les citoyens. Quand un ministre se permet de dire que l'État n'a pas les moyens, un État qui a un PIB de 5 ans, plus de presque 50 milliards de dollars, c'est fou, quoi. C'est pas normal. Pourtant, eux, leurs enfants, aucun n'étudie au Maroc. Leurs enfants étudient en France, aux États-Unis, au Canada. Pourquoi pas ceux qui sont devenus meilleurs, qui pourraient changer positivement notre pays? Aujourd'hui, on paye un DG ici dans une banque à 100, à 150 millions. Un expatrié. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Guinéens qui ont cette compétence. Les compétences. Il n'y a pas la main d'œuvre. La main d'œuvre. Ces compétences, on les cherche dans des grands pays. Il faut qu'on voit grand. On peut prendre les 10 premiers, on les envoie en France. On prend les autres en Inde. Après, certains au Maroc. On les éparpille. Bien sûr.
Voilà. Mais un premier ne peut pas aller au Maroc. Est-ce qu'ils sont conscients de ces réalités-là? Si, ils sont conscients. Ils sont égoïstes. Ils sont égoïstes. Ils n'aiment pas les citoyens. C'est dommage. Pourquoi il faut forcément qu'ils soient comme ça? Pourtant... C'est malheureux, hein. C'est malheureux, mais il faut, en fait, il faut une couche de citoyens qui sont capables de les démasquer parce que la majorité ne comprennent pas ce qui se passe pour expliquer et c'est ce qui peut pousser à ce que les choses changent. On espère que ça va changer. Vous espérez toujours aussi? Parce qu'il y a des gens qui n'espèrent plus un changement. Non, je crois qu'il faut avoir l'espoir. Sans espoir, on ne peut pas vivre. Il y a des gens qui ont espéré, qui sont Vous bons. savez, ça a pris combien de temps pour qu'un noir devienne président aux États-Unis? Si Martin Luther King avait écouté certains, est-ce qu'il aurait fait son combat? Est-ce que Barack Obama serait président des États-Unis? Le combat, c'est un processus. Faut pas qu'on désespère. Sinon, nos enfants, nos petits-enfants vont vivre la même chose. C'est ce qu'on veut. Donc, pour vous, ça va tarder, ça va prendre le temps qu'il faut peut-être, oui, mais ça viendra. Oui, ça viendra. Il faut agir. Si on est dans le désespoir, on ne doit même pas faire cette émission. C'est parce qu'on croit que les choses peuvent changer. Il faut croire. Il faut montrer la voie. C'est indispensable. Parfois, il arrive des réalités qui nous enlèvent toute l'énergie d'espoir qui reste à nous. Non, je crois qu'il ne faut pas. Je crois qu'il ne faut pas. Moi, tout mon combat, ça a été le fruit de l'espoir. Donc, et je crois que l'espoir, c'est extrêmement important. Il ne faut jamais désespérer. Ouais. Est-ce que Bella croit au combat des féministes? Non, pas du tout. En Guinée? En Guinée? Non, non, c'est des bêtises. Pourquoi? Le combat n'est pas noble? Non, leur combat, c'est contre les hommes. C'est pas contre que les pratiques changent. C'est contre les hommes. Tout leur combat, et puis c'est ciblé, hein. Elles ne s'attaquent que quand c'est un homme reconnu, un homme qui a de l'influence. Quand il y a de l'injustice sur des pauvres, tu les entends pas. Ah bon? Non, jamais. Tu ne les entends pas. Quand il y a l'injustice, tout récemment, il y a une fille, voilà, qui a subi de l'injustice et tout. J'ai même interpellé, mais tu ne vois pas les féministes parler de ça. Non. C'est quand c'est du business. C'est un business pour eux. Ah bon? Ouais, elles font ça pour s'enrichir? Oui, oui. Alors, tête, c'est pilimili. Qu'est-ce que tu as contre elle? Non, j'ai rien contre elle. Mais elle est dans du faux. Et ça m'énerve. Mais elle est contre les hommes, alors que nous, on n'a rien contre les femmes. Mais elles disent qu'elles ne sont pas contre les hommes, elles sont contre un système qu'on appelle, beaucoup qu'on appelle le patriarcat. Et il y a des féministes, il y a des féministes web qui sont sur les réseaux pour mener le combat. Et il y a celles aussi qui sont dans la vraie vie, qui passent sur le terrain pour rencontrer les gens, des victimes, pour faire des plaidoyers. Dans une famille où il y a une fille qui a l'âge de se marier, c'est le papa qui décide en majorité ou c'est la maman? C'est le papa qui décide. C'est la maman qui décide. C'est la maman qui dit tel est pauvre. Non, je veux pas de lui. Ah bon? Ok. Eh ben oui. Eh ben oui. C'est ce qui se passe que. Même si tu vas mourir, tu quittes pas le foyer là. Donc vous voulez dire. C'est les mamans qui disent ça. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de patriarcat ici? S'il y en a, ça existe. Je suis d'accord que ça existe. Et c'est ce qu'elles sont en train de combattre, selon elles? Non, c'est pas ce qu'elles font. Elles sont dans le buzz, dans le business. Ce n'est que des hommes qui sont influents auxquels ils s'attaquent. Ils s'attaquent jamais quand des pauvres subissent l'injustice. Ça ne les intéresse pas. D'accord. Alors, féminisme, même. Ah, je suis prêt à débattre avec elles. Hein. Tu peux les inviter. Hein. Contre toi, une confrontation. Oui, non, pas contre moi, qu'on discute clairement. Ok. Ouais, ok, d'accord. Voilà. On a eu beaucoup de Bella en Guinée. Beaucoup de gens... Non, Bella est unique. Attention. Non, en fait, je veux parler de l'idée, je veux parler de l'engagement. Non, bien, ok. Moi, mon parcours, cherchez-le. Il y en a peu, hein. Sans modestie, hein. Ah bon? Je suis désolé. Qu'est-ce qui vous distingue? Un jeune qui a été meilleur de la République, qui est allé faire ses études au Maroc, qui est revenu. J'ai travaillé, mon premier travail, j'avais 24 ans. À l'UNC, chef de département économie. J'ai quitté là-bas, je suis allé à la banque, analyse crédit, 5 ans. J'ai quitté là-bas, j'étais directeur financier 2 ans. Après, je suis mon propre patron de nos jours. Et je suis cohérent dans mon engagement. Et ça restera. Ah bon? Oui. Donc, ce qui veut dire que vous êtes unique? Si, je suis unique. Ok.
je vais rester sur l'aspect engagement citoyen. Ouais. Il y a beaucoup de jeunes qu'on a vus en Guinée qui étaient aussi animés d'un tel engagement, d'une telle motivation de S'il vous changer. plaît, ne me comparez pas aux Non, autres. ce n'est pas Mais une- là-bas est unique. Ce n'est pas une comparaison. Je c'est- suis parler de ce que je fais et tout. J'aime pas parler des autres et tout. Vous savez, même dans le combat du FNDC, j'avais ma ligne. J'avais ma ligne. Quand je disais dans une conférence de presse que Sano allait trahir, beaucoup disaient que Bella est fou et tout. C'est ce qui s'est passé après. Donc, moi, je suis cohérent dans mon combat. Je suis cohérent. J'ai ma ligne, j'aime pas parler des autres. Ok, pour ces jeunes-là engagés qui étaient dans l'activisme avant et qui sont de l'autre côté Vous avez aujourd'hui. peur de parler de quel autre côté? Non, je veux parler du pouvoir ou bien de l'administration. Non, J'ai peur de dire CNRD. Non, je n'ai- Que Doumbouya vient vous chercher. vous prenez ça comme peur. C'est ce que je vois là. Nous sommes un peu les enfants de Kierno Monelembo. Ok. On a peur de rien. Alors, il faut toucher la plaie. Alors, Notre podcast s'appelle Dissidence. il faut toucher la plaie. Il faut le dire. Bon, peut-être qu'on n'a pas la même définition de la plaie. Ah ouais, d'accord. Alors, allez-y. Voilà, pour les jeunes qui sont de l'autre côté là, on Et sent non, que... Non, allez, dites, ils sont allés où? Bon, j'utilise mon langage. allés à la soupe. J'utilise mon langage personnel. Ok. Pour les jeunes qui sont de l'autre côté maintenant là, on voit dès qu'ils changent de camp, les choses changent. On ne voit plus la même personne qu'elles ont été un peu plus longtemps. Et est-ce que si aujourd'hui Bella aussi arrive à être de l'autre côté, est-ce qu'on a la garantie qu'il ne va pas être comme les autres? Bella n'est pas intéressé par un décret. Bella ne veut pas de décret. Bella veut être élu à la base, maire, député. Ok. Donc, à part tout ça là, vous n'êtes pas intéressé par... non, Ok. non. Ok. Et tu critiques beaucoup. Tu tiens parfois des propos acerbes sur les réseaux sociaux. Est-ce que le jour où peut-être, Bella sera de l'autre côté, il sera dit prêt? que je suis Non, pas intéressé par un les décret. choses peuvent changer. On a Vous eu des gens qui ont dit la même chose, qui ne sont intéressés par rien et qui ont changé. Donc on part sur la base de la supposition. On suppose, espérons que ça change et que Bella se trouve de l'autre côté. Est-ce qu'il va accepter que les gens tiennent les mêmes critiques envers lui? Oui, bien sûr. Moi, je ne suis pas... Quand vous venez dans mon entreprise, il y a tellement de liberté. C'est moi qui ai imposé le style là-bas. Et les élèves, tout le monde parle avec respect. C'est-à-dire, on n'impose pas à dire ah, tel ne doit pas parler. Non, moi, il n'y a pas ça. Je suis un fan de la liberté d'expression. Je suis un fan des critiques. Mais des critiques fondées, objectives pour que les choses évoluent. Donc, moi, je n'ai pas de problème comme critique. Souvent, la plupart des activistes très engagés finissent soit en exil ou en prison. Vous vous voyez où plus tard, à travers tout votre engagement là? Non, je pense que la prison fait partie de la vie d'un homme. Faut pas. J'ai fait 2 mois là-bas, à la maison centrale. C'est pas exclu qu'un jour je retourne aussi. C'est pas exclu. Moi, j'aime mon pays. Je ne choisirai pas l'exil. Donc, j'aime mon pays. Je suis là. Mais est-ce qu'il faut normaliser la prison pour le parcours d'un jeune qui milite pour faire changer les choses C'est pas normal. positivement? C'est pas normal. Malheureusement, pour le moment, c'est le cas en Afrique. C'est pas normal qu'on convoque quelqu'un à la DPJ pour ses propos parce qu'il a critiqué et tout. Ce matin, je discutais avec un jeune qui m'expliquait, il a fait des dénonciations sur des trucs de corruption. Actuellement, il a un procès et tout. Donc, c'est dommage dans notre pays et tout. Mais je crois que tous les pays qui aujourd'hui où ça va, ils sont passés par là. Donc il faut pas prendre ça comme quelque chose de fameux. Il faut rester dans la logique, être cohérent et avec le temps les choses vont évoluer. Donc vous supposez que ça veut dire que c'est un passage obligé pour nous. Il faut qu'on passe par ça. Oui, malheureusement. Voilà, malheureusement. Ça peut arriver comme ça peut ne pas arriver. Quand ça arrive, il faut le prendre d'un bon côté. Moi, j'ai un côté très croyant, très fort. Je crois que tu as ton destin et qu'il faut le suivre. Faut pas être inquiété par ce qui t'arrive. Quand tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est parce que Dieu est en train de préparer quelque chose de meilleur pour toi. Ouais. Il y a beaucoup de jeunes en Guinée qui sont réfugiés dans des activités, par exemple, comme le football, comme la comédie,
comme en fait dans la création de contenu peut actuellement croire à l'intellect là. Est-ce que ce genre de réalité est le fruit du fait qu'il n'y a plus assez d'issues pour eux? Oui, c'est le cas. En fait, comme j'ai dit, notre État est très égoïste. Ils ne font pas la promotion de la compétence. Je vous donne un cas. On a l'ISEG à côté ici, qui forme des gens qui doivent enseigner dans les écoles. On pouvait mettre en place une politique simple. Les meilleurs sont engagés directement dans la fonction publique pour enseigner, parce qu'on a un grand déficit d'enseignants. Mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Ils ne font pas cette promotion pour encourager les gens vraiment à exceller. Ça, c'est un fait palpable. Donc, le fait que l'État n'encourage pas ça, les gens ne s'adonnent pas assez. Mais je crois qu'il est aussi de notre responsabilité en tant que jeune entrepreneur, en tant qu'activiste de la société civile, à donner des alternatives. C'est ce qu'on a fait avec la dictée PGL. On a permis à la Guinée d'être champion international de la dictée. Champion international de la dictée? Oui, bien sûr. Avec la dictée PGL. C'est pour les élèves de 5 ans, 6 qui sont en 5e année, 6e année. Chaque année, on envoie les meilleurs au Canada pour compétir. On est très content de cette initiative-là. Donc, je crois qu'on peut aussi faire d'autres initiatives. Je suis actuellement en discussion avec des Ivoiriens sur les Olympiades de maths. C'est une compétition internationale aussi qui se fait en mathématiques. Donc je crois qu'on peut créer ça et pousser l'État à s'intéresser au talent, à faire la promotion du talent. D'accord. Vous avez parlé de dictée, par exemple. Et en lieu place d'orienter ou bien de faire en sorte que les jeunes excellent dans la langue des autres, pourquoi ne pas organiser des compétitions qui sont en liaison avec nos langues locales pour les permettre d'exceller dans nos langues-là, pour ne pas toujours perdurer dans le colonialisme linguistique? Non, il n'y a pas de colonialisme linguistique. Et à la colonisation linguistique, attention. Il ne faut pas être incomplexé. Le complexe, c'est se dire que ma langue est prioritaire devant les autres. Est-ce qu'on a aujourd'hui un livre de mathématiques en pulaar? Un livre d'histoire en pulaar? Je n'ai pas idée, mais je sais qu'il y a des jeunes qui écrivent dans nos langues, bien sûr. Il faut être réaliste. Ben, j'en connais. Il faut être réaliste. Il y a quel programme du primaire en pulaar? Il y a quelqu'un. Quel programme du primaire en Soussou, en Malinké? On n'a pas atteint ce niveau. Ça viendra peut-être dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. C'est possible. Pour le moment, il n'y en a pas. Ce qui existe là, ce qui existe et qui marche bien, copions ça pour que ça marche. Arrêtons. C'est Sékou Touré dans sa folie qui a imposé ça, malheureusement. Ah bon, c'était pas une bonne idée? C'était une mauvaise idée. C'est une mauvaise idée, malheureusement. C'est une mauvaise. Coco Lala, au moment où le Sénégal a pris de l'ascendant, la Côte d'Ivoire a pris de l'ascendant, nous on est dans Coco Lala. Est-ce que c'était... Coco Lala, c'est ce qu'on va ramener, on va innover en quoi? Dans quoi le micro que tu parles là, ça a été fait par un peu loin, sous un malin. C'est parce que je suis une minorité qui n'est pas accompagnée par la majorité, n'est-ce pas? En ce moment, la plupart des présidents, si ils s'étaient alignés dans la vision de Sékou Touré, par exemple, avec les trucs de Coco Lala, comme vous le dites. Est-ce que aujourd'hui, on n'aurait pas une langue africaine qui était en train de dominer le monde à l'image de l'anglais? On ne peut pas réinventer la roue. La boussole, l'électricité, beaucoup de choses. C'est pas, malheureusement, ce ne sont pas nos parents qui ont créé ça. Nos parents pensaient à avoir beaucoup de femmes. C'est ça notre histoire, il faut le reconnaître. Il ne faut pas avoir un complexe pour ça. Ce qui marche bien, il faut copier ça. Les Chinois, pourquoi aujourd'hui les gens apprennent le chinois? C'est parce que les Chinois ont eu une politique d'excellence. Ils ont envoyé leurs meilleurs dans les grands pays. Ils ont appris en anglais d'abord, très bien. Ils ont appris la technologie, ils sont revenus chez eux. Ils ont implémenté ça jusqu'à être capables de ressourcer ça dans leur propre langue. C'est pour cela, aujourd'hui, au XXIe siècle, les gens apprennent le chinois. C'est la même chose qu'on doit faire. Vous devez dompter la technologie dans les autres langues d'abord, ramener chez vous, et progressivement, aller dans votre langue. On ne peut pas changer, réinventer la roue. On ne peut pas recréer l'électricité. Ça a déjà été créé. Et ça a été créé en anglais. Il faut d'abord apprendre en anglais comment on a créé l'électricité. Et après, quand tu maîtrises tellement bien, pour que tu puisses aller dans ta langue. Je connais quelqu'un qui a écrit le code pénal en cours.
Il a inventé le code pénal? Non, il ne l'a pas inventé, mais il a écrit en cours. Il n'a Et fait que traduire. il a écrit d'autres livres en cours. Oui, mais ça prend du temps. D'abord, il faut... Peut-être que ça prend du temps parce qu'ils ne sont pas assez accompagnés. Non, Pour le moment, non, c'est une non. minorité. Ce matin, je suivais que Elon Musk a envoyé un fusée, le plus grand fusée, 2 Boeing superposés, direction la Lune. Il faut d'abord maîtriser la technologie. Manger à notre faim. Ne pas avoir, on n'a pas faim d'abord. L'autosuffisance. L'autosuffisance alimentaire. Maîtriser la technologie. Et après, penser à comment évoluer progressivement dans nos langues. On ne brise pas les étapes. Il y a beaucoup de gens, souvent, qui s'en prennent aux filières, aux matières littéraires dans le système éducatif. Ils disent qu'il faudrait supprimer d'abord ces matières littéraires-là pour que les gens se concentrent sur des choses assez techniques, assez concrètes pour nous permettre d'acquérir certains éléments maintenant là. Vous êtes d'avis avec ces gens? Oui, il y a le secteur primaire, il y a le secteur secondaire, il y a le secteur tertiaire. Un pays d'abord, ta priorité doit être comment manger à ta faim. Nous, on a créé beaucoup plus de filières dans des services que dans des filières pour avoir l'autosuffisance alimentaire. Ouais, l'agriculture, l'élevage. La pêche, l'artisanat. C'est dans ça d'abord qu'on crée. Un pays, c'est les PME et la production. Un pays qui ne produit pas subit. Aujourd'hui, le grand problème dans notre pays, c'est qu'on ne produit pas. Ouais, nous sommes des consommateurs. Nous sommes des consommateurs, on consomme tout, même l'eau. Ouais. On n'en produit pas. Tout vient de l'extérieur. Tout vient de l'extérieur, malheureusement. Donc, il faut qu'on travaille d'abord le secteur primaire, après le secteur secondaire, après le secteur tertiaire. Tous les pays qui se sont développés, voilà comment est-ce qu'ils ont avancé. Ok, les activistes se disent souvent courageux, mais quand le pouvoir intervient, beaucoup fuient. Quelle lecture vous en faites? Du fait qu'à chaque fois, il y a le pouvoir qui vient, qui menace, comme dans le contexte actuel là, on a l'impression qu'il n'y a plus d'activisme même en Guinée. Oui, c'est normal que les gens aient peur pour leur vie. C'est tout à fait normal. Ce qui n'est pas normal, c'est le fait qu'on s'en prend à leur vie parce qu'ils dénoncent des choses qui ne sont pas normales. Vous avez vu hier au Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, il a adopté une loi pour protéger et encourager les lanceurs d'alerte sur la corruption. Aujourd'hui, tu as une preuve palpable d'une corruption qui se fait au Sénégal, tu le présentes, tu peux avoir une prime. Vous imaginez? C'est parce que ces pays veulent aller de l'avant. Ils veulent aller loin. Nous, c'est le contraire. Nous, tu dénonces avec des preuves, on te convoque à la DPJ. Directement. C'est ce qui n'est pas normal. Donc, quand quelqu'un il a peur pour sa vie, c'est tout à fait logique. Donc, quand un activiste se rétracte, c'est normal. C'est normal. Ok. Dans un contexte, par exemple, comme la Guinée, souvent, il y a des proches qui aimeraient bien que les gens, quand il y a des situations comme telle, là, ils se rétractent, ils restent tranquilles d'abord pour une question de sécurité. Donc, vous êtes d'avis avec ces gens-là? Oui, je les comprends. Okay. Je les comprends. Vous êtes véhiculé? Oui. Ok. Par exemple, là, il arrive des moments où quand c'est un policier, par exemple, là, on est en infraction et qu'on donne 20 000 francs, 10 000 francs, 30 000 francs à un policier, et est-ce que ce genre d'attitude n'est pas une façon pour chacun dans le quotidien de s'aimer la corruption? Je suis d'accord, mais l'un des corps les moins payés en Guinée, c'est les policiers, malheureusement. Un policier peut faire 30 ans, il ne gagne pas 3 millions. 30 ans de service, il ne gagne pas 3 millions. C'est ça le mal. Dans un pays, normalement, les policiers et les gendarmes sont bien traités. C'est eux qui assurent la sécurité à l'intérieur. C'est ce que l'État doit corriger. Il faut que ces gens-là soient bien traités. Il faut qu'on les recrute sur la base des compétences, des gens qui maîtrisent le droit. C'est ça qui n'est pas normal. Souvent, les gens qui deviennent policiers en Guinée, ce sont des gens qui n'ont eu aucune autre issue dans des choses qu'ils ont préférées. Malheureusement. Malheureusement. Ils se retrouvent dedans par accident. Par accident, malheureusement. Et c'est ce qui fait qu'il y a assez de cas de corruption. Et l'État perd beaucoup d'argent. Si vous comptabilisez les infractions par jour, les gens qui donnent 20 000, 30 000, c'est beaucoup d'argent. Si ça s'était payé dans une caisse, ça aurait pu être utile.
Mais comme ces gens sont pas bien payés, c'est tout à fait normal, ils arrondissent leur fin de mois. La corruption, là, ce n'est pas que dans le corps policier, même dans le corps professoral, dans l'enseignement. Ça en dit long aussi. Il y a des professeurs, il y a des enseignants, des surveillants pendant les périodes d'examen qui soutirent quelques miettes aussi aux candidats pour les laisser faire ce qu'ils veulent. Est-ce que aussi ce genre de réalité est le fruit du fait qu'ils ne sont pas bien payés? Certains sont bien payés, certains sont pas honnêtes. Et il faut sensibiliser pour avoir la conscience professionnelle. Ça, la Guinée, on a ce problème. Beaucoup n'ont pas ce qu'on appelle la conscience professionnelle. Et c'est des choses sur lesquelles on doit travailler pour faire comprendre aux gens, quand tu as un travail, tu dois faire bien ton travail. Tu le fais pour toi-même. Ce matin, je le disais à un enseignant qui a été recruté dans une autre école parce que c'est des prestataires. Avant qu'on le recrute, on m'a appelé pour connaître son comportement. Heureusement, c'est un enseignant qui est très bien. Donc, je lui disais, quand je vous dis que de travailler avec votre conscience, le plus souvent, vous pensez que c'est pour nous. Non, c'est pour vous-même. Parce que certaines opportunités, dès que tu mets des références, d'abord, tu peux pas avoir certains boulots, tu n'as pas des références. Et les références, là, on connaît qui sont ces références. On les appelle pour poser des questions sur toi. Voilà, donc il faut sensibiliser les gens, les conscientiser pour qu'ils puissent avoir la conscience professionnelle. Ok. En 2023, vous avez fait un post où vous aviez dit que vous décidez de mettre entre parenthèses votre amitié avec Ousmane Gawal, les gens qui sont proches, les membres du gouvernement et les gens qui sont proches du président. Et qu'est-ce qui vous a animé à faire un tel post réellement? Ils gardent le silence sur l'injustice. Je trouve que c'est pas normal. Ils se sont réunis. Comme quelle injustice? Les tueries qui se passent sur les axes, le fait d'interdire les manifestations et qu'ils se taisent là-dessus. Donc je crois qu'ils ont régné leurs principes et c'était tout à fait normal que que je mette notre amitié entre parenthèses, parce que moi je ne suis pas d'accord avec quelqu'un. On a été d'accord parce que on avait les mêmes principes, les mêmes valeurs. Donc si eux ils renoncent à ça, je crois que c'est tout à fait normal que je mette entre parenthèses notre amitié. Ok, vous étiez parti un peu loin. Vous aviez dit que je ne serais pas un Peul qui sera ami avec un Peul pour opprimer les autres Peuls. C'est vrai, je l'assume. Je crois que des fois, malheureusement, notre État fonctionne comme ça. On utilise les uns contre les autres. Vous voyez, quand il y a un problème des sous-sous, on pense au cadre sous-sous, on dit allez là-bas. C'est pas normal. Et moi, je crois que c'est pas de ma nature. Voilà. Donc, j'assume. D'accord. Merci pour avoir accepté notre invitation. C'est quoi vos derniers messages à l'endroit de ceux qui ne vous comprennent pas sur les réseaux? Je vais leur dire d'abord, il faut apprendre à me connaître. Voilà. Mais ils ne peuvent pas tous vous connaître. Oui, mais c'est normal de chercher à connaître quelqu'un. Tu connais quelqu'un qui le connaît. Ah, c'est qui ce Bella? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Pourquoi il parle avec ce ton? Voilà, et tout. Une fois, j'étais très séduit, j'étais dans une salle, mais Traoré m'a jeté assez de fleurs. Et parce que lui, il connaissait juste Bella activiste. Il a cherché à connaître mon parcours. Pourquoi Bella est comme ça? Pourquoi il est trop libre? Au-delà de l'activisme. Au-delà de l'activisme. Pourquoi il est trop libre? Pourquoi il dit comme ça? Il a cherché, il a compris mes origines à Koya, comment j'ai été lauréat, et mon passage à l'UNC, à la Société Générale. Et franchement, il était séduit. Il a compris que depuis lors, je suis le même. Je suis pas quelqu'un qui change. Je travaille, je suis indépendant, j'aime faire évoluer les choses et je n'ai pas à cirer de ce que quelqu'un pense. Donc, ce jour-là, il dit, si vous voulez ressembler à Bella, il faut connaître son parcours, chercher à être indépendant et travailler. Donc, le message que j'ai à lancer à la jeunesse, d'abord, c'est l'espoir. Il faut qu'on ait foi en notre pays. Il faut qu'on aime notre pays. Comment on peut avoir foi en notre pays et aimer notre pays? C'est si d'abord on accepte d'avoir des compétences, de bien étudier, de bien se former et d'être indépendant. L'indépendance, elle s'acquiert par le fruit du travail. Si on est indépendant, on ne peut pas être manipulé. On ne peut pas accepter un t-shirt pour 50 000. On ne peut pas être démagogue.
Donc, si nous voulons que notre pays change demain, c'est nous d'abord qui devons changer en termes d'habitude et en termes de comportement. Merci pour tout l'enseignement. On espère un jour vous inviter pour discuter soit d'activisme ou bien peut-être la confrontation, la fameuse confrontation avec les féministes. Merci, chers tous, d'avoir suivi ce podcast-là. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Merci. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence. Je suis dans le podcast Dissidence. Podcast Dissidence.